tous les enfants ont été mis sur un avion et l'avion a été envoyé à Nairobi. Et puis, ouais, c'est incroyable. C'était dur. Momo Morning Show à la Idaat, Hit Radio. أنا فرحان بزاف et le plaisir, je suis très très content de recevoir monsieur Marc Tronceau, ambassadeur de Belgique. Bonjour. Bonjour. Oh, bienvenue. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vais vous dire la vérité. Sincèrement, alors on n'a pas l'habitude de recevoir des ambassadeurs, franchement. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des ambassadeurs. D'ailleurs, je le regrette. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais alors, je vous préviens, de la part de Hatib et de la mienne et de moi-même, si à un moment donné il y a du vous, tu, vous, pardonnez-nous d'avance. Pardonnez-nous d'avance. Parce qu'on n'est pas sûr. C'est une radio jaune. Ouais. C'est ça. C'est ça. Marhaba, bienvenue. Vous êtes ambassadeur depuis septembre 2017. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au Maroc, de Belgique. Nous, on aimerait savoir. On est un peu avec Hatim, on a parlé, on a discuté. On s'est dit, c'est quoi ambassadeur? Comment ça se passe? Parce que quand il y a pas un enfant à qui tu poses une question, tu dis, est-ce que tu as envie d'être ambassadeur? Il te dit, j'ai envie. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Il y a pas un enfant qui va dire, j'ai envie d'être ambassadeur. Oh, déjà, s'il n'aime pas porter une cravate, c'est un problème. Ouais. Mais non, mais bon, c'est un métier qui est difficile à décrire parce que c'est un métier très divers. Ouais. On fait toutes sortes de choses tous les jours. Ouais. Bon, ouais, maintenant, je suis chez vous. Bon, je réponds à vos questions. Mais il y a 1 heure, je m'occupais d'un programme culturel qu'on va développer, j'espère, d'ici 2 mois. Très bien. Et le puis, Moussem. Le Moussem belge. Non, c'est pas un Moussem, c'est autre chose. Enfin bon, ce sera plutôt une table ronde et c'est plutôt historique. Très bien. Et vous adorez l'histoire? Ah oui, là, mais oui, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur de Belgique, il est très 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 fort en histoire. Très fort. Très fort en histoire d'ambassadeur, très fort en histoire. Il adore l'histoire. L'histoire des autres pays. Il kiffe l'histoire. Ouais. Exactement, l'histoire des autres pays aussi. Parce que sinon, c'est pas la peine de faire ce métier si on ne s'intéresse pas aux autres pays, aux autres à leurs cultures. histoires. Ouais. Donc ça, c'est important. C'est un métier qui est très enrichissant si on s'intéresse au pays où on sert, où on travaille. Parce que, bon, si on ne s'intéresse pas à l'histoire du Maroc, par exemple, dans ce cas-ci, à la culture du Maroc, au pays, bon, c'est pas la peine. Autant rester dans un bureau à Bruxelles et faire autre chose. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez rêvé d'être ambassadeur? Je n'ai pas rêvé d'être ambassadeur. Bon, là, vous savez, c'est un métier, en général, les gens qui optent pour ce travail, ils le font assez tard, quand ils ont terminé leurs études. Et puis, ils voient. À ce moment-là, l'intérêt de l'expatriation et l'intérêt de travailler dans d'autres environnements, l'intérêt aussi de travailler pour son pays, mais d'une manière différente de celle, disons, d'une administration classique, c'est quelque chose qui arrive rarement quand on a 15-16 ans. Ça arrive un peu plus tard. C'est clair. Là. C'est clair. Votre CV, votre excellence. Mon CV. Vous avez fait quoi comme études? Moi, j'ai fait des études d'histoire. Voilà. C'est vrai? Oui, tout à fait. De la diplomatie aussi? Alors, ça se passe en Belgique, ça se passe de la manière suivante. Le ministère des Affaires étrangères ouvre chaque année un certain nombre de places et organise un concours. Et ce concours est ouvert à tous les universitaires. Donc, vous avez un grade universitaire, vous pouvez être musicologue, vous pouvez être mathématicien, vous pouvez être économiste, juriste, historien. Vous pouvez présenter le concours. Alors, il y a un certain nombre de places et il faut se classer en ordre utile. Voilà, c'est un concours, quoi. C'est classique. C'est un concours de diplomatie, de politique, de... Alors, c'est un concours qui est axé sur... il y a une partie linguistique aussi, puisque bon, la Belgique est un pays bilingue, donc néerlandais ou français. Il y a l'anglais, évidemment. Et puis alors, il y a des épreuves qui sont liées à l'économie, mais également à l'histoire diplomatique. Donc, c'est un ensemble. Ça s'étale d'ailleurs sur plusieurs mois, en fait. Très bien. Et si on est classé en ordre utile, on est mis en stage au ministère des Affaires étrangères. Wow. Enfin, je devrais dire maintenant Service public fédéral Affaires étrangères. Le nom a changé. Le nom a changé. Et puis, bon, le stage, lui, dure 2 ans. Et pendant le stage, on travaille dans différents services. Très bien. On fait des visites. Enfin, c'est assez varié.
Et puis et on passe encore quelques examens. Et puis en fin de stage, on entre dans le service Affaires étrangères. Ouais, voilà. En 2 mots. C'est classe. Et l'histoire des ambassadeurs, ce qui est incroyable, j'ai eu le plaisir de prendre un café avec monsieur l'ambassadeur hier à l'ambassade de Belgique. Et on m'a raconté qu'à une certaine époque, les ambassadeurs avaient une tenue. Avec une tenue. Une tenue spéciale. Une tenue officielle. D'ambassadeur. Oui, tout si on était à cette époque-là, vous serez venu ce matin. Et ça ressemble à quoi? Avec cette tenue. Non, c'était une tenue protocolaire, évidemment. Les gens ne les portaient pas de manière journalière, mais quand vous regardez les vieux documents de protocole du 19e siècle ou début du 20e siècle, vous voyez que l'ambassadeur qui serait revenu présenter ses lettres de créance à Sa Majesté le Sultan à l'époque, il serait venu avec un bicorne, en uniforme, avec un sabre, etc. Bon, il y avait tout un uniforme. Il y avait un uniforme pour l'ambassadeur, pour le ministre conseiller, pour le conseiller. Enfin, tout le monde avait son uniforme en fonction du grade. Alors, je me rassure moi-même aussi. Bon, vous n'avez pas de sabre. Non, c'est passé de mode, évidemment. C'est top, c'est très très bien. Vous avez fait combien de pays, monsieur l'ambassadeur? Alors, moi, j'ai fait dans ma carrière, dans toute ma carrière, parce que on est quand même chef de poste, pas si souvent, je dirais, mais bon, j'ai été en France, j'étais à Strasbourg. Ensuite, j'étais au Kenya, à Nairobi. Très bien. Puis, j'étais à la délégation permanente de Belgique auprès de l'OTAN. Très bien. Ensuite, je suis passé par un cabinet ministériel. Puis, j'étais ambassadeur en Hongrie, en Indonésie. Je suis revenu à la centrale où je me suis occupé du think tank des affaires étrangères. Très bien. Et puis, j'étais ambassadeur à Ankara et maintenant ici à Rabat. Alors, sincèrement, c'est pas une question piège. C'est plutôt une question piège. Alors, vous classez le Maroc par rapport à tous les pays que vous avez fait, vous le classez où? Moi, je fais pas de classement. Non, je fais pas de classement. D'abord, ce serait pas du tout diplomatique, mais de toute manière, je fais pas de classement parce que tous les pays ont leur. Il y a une diversité énorme. Et puis, vous avez entendu, j'étais dans des endroits très différents. Bien sûr. Donc, on découvre des sociétés, on découvre des gens qui sont différents et qui ont tous leurs richesses. Mais bon, il faut pas le dire, mais le Maroc, c'est quand même un endroit très, très agréable à vivre. Merci beaucoup. Il faut pas le dire parce qu'autrement, mes autorités pourraient croire que ce n'est pas un poste difficile. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là, vous venez d'avoir une leçon de diplomatie. J'ai posé la question, quel est le classement du Maroc par rapport à tous les pays où vous étiez ambassadeur? Et la réponse était satisfaisante pour tout le monde. Était satisfaisante pour la Belgique, pour le Maroc. Turquie, tout le monde. Ça, c'est la diplomatie. Monsieur l'ambassadeur, ça veut dire quoi la diplomatie? Écoutez, ça être gentil. Ça veut dire... Pas seulement, mais bon, mais ça entre en ligne de compte, parce que bon, depuis qu'il y a des États, depuis toujours, les États ont besoin d'avoir des relations entre eux. Alors bien sûr, il y a une partie des relations qui se font naturellement, les commerçants, les gens bougent, etc. Bon, ça a toujours existé. Mais il y a aussi la relation vraiment de gouvernement à gouvernement, d'État à État. Et donc, il faut des gens qui vous représentent chez vos partenaires. Alors pour moi, en tout cas, la diplomatie, c'est le but. C'est de créer un contexte, dans la mesure du possible, un contexte qui permette une bonne relation entre les États, dans la mesure où nous pouvons modestement y contribuer. Très bien. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est important de comprendre, parce qu'autrement, on vient avec ses idées reçues. Et puis, comme on est à l'étranger, évidemment, les gens n'ont pas les mêmes idées reçues que vous, donc ça peut se heurter. Et le but, c'est justement d'éviter des heurts inutiles et de pouvoir avoir un bon dialogue et une bonne compréhension. Alors, à partir de là, évidemment, moi, je représente des intérêts belges au Maroc. Donc, bon, parfois, je vais devoir dire, bon, voilà, nos intérêts, c'est ça, ça et ça. Bon, il y a les vôtres. Essayons de trouver où on peut s'accorder. Très bien, c'est ça. Voilà. C'est ça, super. La négociation, gentil. Ça négocie, en fin de compte. Oui, bien sûr, la négociation, c'est au cœur du travail. C'est clair. Mais il y a aussi tout un aspect... toute une partie de la diplomatie, la partie consulaire, s'occupe des particuliers, s'occupe des intérêts économiques, d'une part. Par exemple, si une société belge qui travaille au Maroc a un problème d'importation, elle va nous demander d'intervenir auprès des autorités marocaines. Alors, on va examiner d'abord si, disons, sa demande est justifiée ou pas.
Si on se rend compte qu'elle est justifiée, on va présenter le dossier aux autorités marocaines pour qu'ils l'examinent. Ouais. Bon, alors après, les autorités marocaines décideront ce qu'elles veulent faire. Mais avec ce type d'approche, on parvient, comme mon collègue marocain à Bruxelles fait la même chose. Oui. Ça permet de résoudre, idéalement, ça permet de résoudre pas mal de problèmes et d'éviter que des problèmes deviennent trop aigus que pour pouvoir les résoudre. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la relation où l'un ou l'autre perd la face, c'est fichu, hein, parce que bon, celui qui perd la face, il supporte le premier, pas. c'est le qui perd. Pas. Ouais. Donc mon point de vue, c'est que c'est toujours d'essayer d'intervenir avant qu'on arrive à ce stade de crispation. Ah, très bien. Tant que les gens peuvent se parler et trouver des accommodements raisonnables. Ça peut être le cas dans la vie. Oui, bien sûr. Ah oui, dans la vie, dans les couples, dans les familles, absolument. Dans l'amitié, c'est ça. Hein. On fait tous de la diplomatie, vous savez, sans le savoir. C'est exactement ça. C'est très très bon. Très bon. Alors, ambassadeur, normalement, est-ce que chez vous en Belgique, il doit faire un poste, il doit rentrer encore, avoir un poste en Belgique et repartir encore. Parce que ça dépend de chaque pays. Parce que les ambassadeurs, normalement, il y a ceux qui partent 8 ans, ils reviennent, 4 ans, ça dépend aussi. Parfois, l'ambassadeur peut rester longtemps. Dans le même pays. C'est possible. Ouais, dans le même pays. Ouais, voilà, vous êtes bien informés. Ouais. Non, c'est vrai, ça dépend de chaque pays, évidemment. Mais disons que pour nous, pour la Belgique, vous faites 2 postes à l'étranger et puis vous devez rentrer pour un terme à la centrale. Ouais. Et en réalité, c'est très raisonnable parce que quand vous êtes resté 7-8 ans à l'étranger, vous pouvez perdre un petit peu le lien, quoi, disons. Oublie. Non, on n'oublie pas, mais il y a des choses qui bougent. mais ça bouge partout. Imaginez, un citoyen marocain qui est à l'extérieur pendant 7-8 ans. Ouais. Et quand il rentre après 7-8 ans, ça a changé. Hein. C'est plus le Maroc d'il y a 7-8 ans. C'est la même chose pour nous. Donc c'est plein de bon sens, en réalité, de rentrer après 2 termes pour s'imprégner encore une fois. Et retrouver une Belgique qui, entre-temps, a évolué. Oui, chez nous, ça évolue tout le temps, de toute manière. C'est clair. Histoire. Le plan ambassadeur qui est resté le plus longtemps dans un pays. Ambassadeur de Belgique, de moi. Oui, je vous ai cité cet exemple. C'était du 19e siècle. Bon, mais maintenant, il y a quand même 50 ans qu'on a un système d'alternance. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, parfois, des gens restaient très longtemps en poste parce qu'ils étaient bons, parce qu'on ne voyait pas la nécessité de les rappeler, etc. Ils faisaient de bon travail. Alors, on a eu un cas extrême, on a eu un ambassadeur qui est resté à Berlin pendant 30 ans au 19e siècle. Bon, alors évidemment, le résultat, c'est que il a pris sa retraite, il est resté à Berlin, il s'est marié avec une Allemande, et il avait une très belle bibliothèque, et il a fait don à la ville de Berlin. Ah, d'accord. Ça, c'est inévitable. Si on reste 30 ans dans un pays, on finit par... on fait partie. Par faire partie du pays. Ça prenne, c'est normal. Bien sûr. C'est normal. Le meilleur moment de votre carrière en tant qu'ambassadeur, c'est Marc, le top, auquel je disais, si je n'étais pas ambassadeur, vous êtes dit, si je n'étais pas ambassadeur, je n'allais pas vivre ça. Le top. Mais écoutez, oui, le top, c'est peut-être... moi, j'étais jeune diplomate au Kenya. Et c'était un moment un peu difficile, évidemment, parce que, si vous vous souvenez, en 93, il y a eu des événements très tragiques au Rwanda. Ouais. Bon. Et au cours de ces événements, à Nairobi, nous sommes chargés d'accueillir les gens qui étaient évacués du Rwanda vers la Belgique. Et donc, à un moment donné, moi j'étais à l'aéroport. Les autorités kenyanes avaient été extrêmement positives. Elles nous avaient permis d'utiliser l'aéroport de Nairobi pour faire cette évacuation, qui était une évacuation qui concernait des civils, évidemment, des citoyens belges qui étaient ou belgo-rwandais. Et il faut savoir qu'à un moment donné, il y a eu un orphelinat qui a été protégé par les forces armées belges qui se trouvaient temporairement à Kigali. Et tous les enfants ont été mis sur un avion, et l'avion a été envoyé à Nairobi. Et puis... Ouais, c'est incroyable. C'était dur. C'est dur, et pourtant, c'était un moment exceptionnel. Mais vous voyez, ça fait 30 ans, et pourtant, c'est encore là. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué, oui. Alors bon... Pardon, c'est vrai que je bois un peu. Pas de souci, allez-y, voilà. Monsieur l'ambassadeur. Et donc, on a déchargé. Les enfants sont descendus, c'est des enfants petits, même des bébés. Et on les a montés dans l'avion qui est reparti vers la Belgique. Et il se fait que, par hasard,
J'étais en charge à ce moment-là à l'aéroport, puisque tous les citoyens qui revenaient sur Nairobi devaient être identifiés, enregistrés, puis on leur fournissait un peu d'aide le temps que l'avion soit prêt. Sûr. Et puis ils montaient dans l'avion et ils repartaient. Et donc j'étais là au moment où cet avion est arrivé avec un C-130 militaire, est arrivé avec les enfants, et puis qu'on a mis les enfants dans l'avion. Et qu'ils ont été sauvés. Ouais. Voilà. C'est ça. Très, très bon boulot. Très bon boulot. Alors, normalement, j'allais vous poser la question. Le pire moment. Je pense que c'était un peu les deux. En fait, ce moment-là était un peu les deux. En fait. C'était un peu les deux. Ouais, oui. C'est un peu les deux. Ouais. Ah, vous voyez, je suis encore ému. Et bon, c'est incroyable. Pourtant, ça date quand même un peu. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas. Il n'y a pas tout le monde qui peut vivre. Des événements avec des émotions. Qui peut se retrouver au milieu d'un événement. C'est sauver des vies humaines. Oui, absolument. Bon, et puis à l'époque, on a heureusement, on a eu une excellente coopération avec les autorités kenyanes. Très bien. Ouais. Et donc, moi, j'avais un ambassadeur qui était un type extraordinaire, qui est décédé depuis. Ouais. Et donc, on a réussi à obtenir pour cette opération que le Kenya mette à disposition son aéroport de Nairobi pour l'évacuation. Ouais. Et voilà, je ne vais pas faire tout le détail de ce qui s'est passé à l'époque, mais disons que ça, c'est un souvenir. C'était à la fois, comme vous l'avez dit, c'était un souvenir à la fois triste, parce que c'était une période terrible, en tout cas au Rwanda. Ouais. Et puis en même temps, c'était un souvenir extraordinaire parce que tous ces enfants ont été sauvés. Moi, j'étais là par hasard à un moment donné, dans ce moment. C'est ça c'est difficile d'être ambassadeur, parce que on ne sait pas où on va aller, dans quel pays, les conditions du pays, les conditions qui peuvent être conditions sanitaires, qui peuvent être sécuritaires aussi. Et aussi, ce qui est difficile, je trouve, ce qui est difficile dans le travail d'ambassadeur, dans ce poste, c'est que on arrive dans un pays, on vient d'une autre culture, on arrive, on commence à s'habituer, on commence à chercher, on commence à poser des questions à tout le monde, à tous ceux qui travaillent avec toi dans l'ambassade, à tout le monde. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment ça se passe? Alors, on commence un peu à voyager, voir le pays, on s'habitue un peu. Dès qu'on s'habitue, on vous dit, il faut rentrer, monsieur. Je vous le demande de rentrer. Oui, mais ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est parce qu'on est quand même là pour défendre les intérêts de notre pays. Et puis, 4 ans, je crois que c'est une bonne durée. Ouais, c'est très bon. Parce que, il faut 1 an pour piger un peu ce qui se passe autour de vous. Ouais. Et puis, vous devenez opérationnel. Ouais. Et je dirais que vous êtes au sommet de l'opérationnalité, 3e, 4e année. Après, on risque de s'installer dans la routine aussi. Ouais, aussi, ça aussi. Donc, il y a ça. Mais vous parliez de cultures différentes. Moi, j'ai un souvenir, c'est plus amusant en disant que le premier, c'était... les Javanais sont des gens absolument charmants. Ouais. Et c'est la culture d'Asie du Sud-Est, donc ils peuvent pas dire non. Ah, ils peuvent pas dire non. C'est bien, c'est où l'adresse? Alors, oui, ils peuvent pas dire non. Mais ils disent non, évidemment, comme tout le monde. Mais seulement, il faut comprendre comment. Ils peuvent pas dire non à tout. Mais il faut comprendre comment ils disent non. Bonjour, mademoiselle. Ça, c'est compliqué, je peux vous dire. Au début, vous demandez l'adresse à quelqu'un dans la rue. Ouais. Et alors, il va vous envoyer dans une direction. Complètement farfelu. Bon. Après un certain temps, on comprend que s'il y a un moment d'hésitation et dans la manière de répondre, s'il sait ou s'il ne sait pas. Ah. Parce que comme ils ne disent pas non. Comme ils ne disent pas non, mais ils peuvent pas. Mais ils peuvent pas être impolis. Oui, ils peuvent pas être impolis. Ils doivent toujours être courtois. Et ils sont très courtois et très gentils d'ailleurs. Et donc, parfois, c'est hilarant. C'est clair. On a des malentendus terribles. Mais bon. Ils sont tellement gentils qu'ils ne peuvent pas de. Mais c'est sympa. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on est entré dans la logique. Alors, ça fait maintenant 2 ans et demi que vous êtes au Maroc. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment vous avez trouvé le Maroc? Vous connaissez le Maroc avant d'être ambassadeur au Maroc? J'étais venu 1 ou 2 fois à Marrakech, mais c'est pas. Qui est une ville extraordinaire, magnifique, mais disons, c'était pas. On ne connaît pas le Maroc, on est en vue une ville. C'est comme si on est venu à Rabat, on ne connaît pas le Maroc. On connaît un peu Rabat, mais bon. Ouais. Et non, mais c'est un pays. Je trouve que c'est un pays extraordinaire. D'abord, il a une diversité incroyable. Oui, bien sûr. Ouais. Et une diversité au niveau des gens, une diversité au niveau des paysages, au niveau des climats. Ouais. C'est un pays au niveau culturel. C'est un pays splendide.
Et puis, vous savez, pour nous, on a quand même 500 000 Belges d'origine marocaine, donc ça fait la première communauté, disons, extra-européenne en Belgique. Ça fait à peu près 3-4% de la population. Énorme. Donc pour nous, la relation avec le Maroc, elle est très forte. C'est clair. D'ailleurs, vous êtes certainement déjà venu à Bruxelles, et puis je rencontre beaucoup de Marocains qui connaissent Bruxelles, qui ont de la famille. Ça peut être à Gand, ça peut être à Liège, ça peut être Donc voilà. Monsieur l'ambassadeur, mon premier voyage à l'étranger, à l'âge de 10 ans, en 93, c'était pour aller en Belgique. Parce que ma cousine nous avait invités. Alors là, on est parti. Comment on est revenu? Ça a l'air assez pénible. Non, on a bien chargé la voiture. Et on a acheté du fromage. On a acheté tous les produits qu'il n'y avait pas ici. Et en 93, il y avait beaucoup de différences de produits entre ce qui existait là-bas n'existait pas ici. Et ce qui était impressionnant, moi, ce qui m'a impressionné en Belgique, j'étais à Bruxelles, j'étais à Bruges. Oui. C'est à côté de Bruxelles. Non, mais ça peut être Bruges, ça peut être Bruxelles, mais c'est pas la même chose. Ah, c'est à côté de Bruxelles, Bruges. Oui, enfin, disons 80 km, quoi. Ouais, c'est à côté. Pour nous, les Marocains, c'est à côté, c'est pas un problème. On aime bien conduire le diesel, ça coûte pas cher. Et ce qui m'a impressionné, c'est que le dimanche, je sais pas si ça se fait toujours ou pas, en Belgique, mais le dimanche, tous les gens qui n'avaient plus besoin de quelque chose chez eux, ils mettaient ça devant chez eux. Alors moi, imagine, j'ai 10 ans, et je passais, j'ai trouvé une télé posée, comme ça. Pas de problème. Des télés, des chénifs à l'époque, des trucs, voilà. Il y avait quelqu'un qui passait, c'était pour le recyclage, je pense ça. C'était ça. Oui, ça devait être un ramassage pour le recyclage. Ramassage pour le recyclage, ouais. Ouais, bon, on a un peu recyclé, nous aussi. On a ramassé. On a travaillé dans ça, dans le recyclage. On démarrait, moi j'avais 10 ans, j'avais commencé le recyclage. Il ne fallait pas y toucher, mais on l'a pas dit. Il n'y avait pas touché. Donc, nous, on est bien touchés, monsieur l'ambassadeur. Vous avez remarqué. Si c'est mis à disposition des gens, c'est mis à disposition des gens. Ben, c'est ça. Ouais. C'est comme ça. L'occasion. Voilà, c'est ça. Alors, au niveau de la loi, est-ce que c'est comme du vol? On ne va pas rentrer dans. On va pas pousser le débat. Non, mais confondons pas. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, quelle est l'histoire du Maroc et de la Belgique? Écoutez, la Belgique est indépendante dans sa forme moderne depuis 1830. Et donc, dès le départ, c'est un petit pays en termes de superficie, mais c'est un pays qui a toujours été très industrialisé. Et quand vous avez, à l'époque, c'était 4 millions d'habitants, maintenant c'est 11 millions, mais quand vous avez une population réduite, vous ne pouvez pas créer une industrie sur base de la consommation intérieure. C'est pas possible, c'est pas suffisant. Vous pouvez faire ça si vous êtes les États-Unis, si vous êtes l'Allemagne, la France et encore, la Chine évidemment. Mais quand vous êtes un petit pays industrialisé, vous devez exporter. Donc, dès que la Belgique est devenue indépendante, très très vite, elle a envoyé des délégataires. Donc, c'était soit des ambassadeurs, soit ça dépendait du statut des pays, etc., délégataires dans différents pays pour renforcer les liens économiques. À l'époque, c'était évidemment économique. On cherchait des débouchés. Donc, moi, j'ai un tableau à la résidence, qui appartient à la résidence, qui représente la remise des lettres de créance du premier légataire belge au Maroc à Sa Majesté le Sultan. Et c'est quand même 1867. Donc, 30 ans après l'indépendance de la Belgique, il y avait déjà un diplomate belge qui était accrédité auprès de l'Empire chérifien. Et donc on a une vieille relation. Alors en 63, la Belgique était en plein boom industriel et elle a ouvert ses portes aux ouvriers marocains et aux ouvriers turcs. C'est les deux pays avec lesquels on a passé des accords qui garantissaient aux migrants qui venaient travailler de manière régulière en Belgique les mêmes traitements, les mêmes salaires, la même sécurité sociale que les Belges. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a une migration qui s'est faite à partir du Maroc vers la Belgique et qui était un grand succès, puisque maintenant, on a 500 000 Belgo-Marocains et encore une centaine de milliers de Marocains mononationaux. C'est top. Les missions économiques entre le Maroc et la Belgique? Alors, la relation est bonne. On a une mission avec Son Altesse Royale la Princesse Astrid en novembre 2018. On n'avait jamais fait jusqu'alors une aussi grosse mission. On avait 450 participants,
dont 350 industriels et représentants d'intérêts économiques. Donc c'était vraiment une très grosse mission. On est resté elle a duré 5 jours, ce qui est aussi assez exceptionnel. D'habitude, ces missions durent 3-4 jours, pas plus. Très bien. Les domaines, ça marche bien. L'industrie... Dans tous les domaines, les services, l'industrie, tout. Et on a aussi d'ailleurs des entreprises belges qui investissent au Maroc. Très bien, très bien. Les missions... Qui produisent au Maroc. Les missions culturelles? Alors, la mission culturelle, ça se passe pas mal. Alors là, c'est plutôt des compétences du délégué général de la communauté française au Bruxelles, ou de l'attaché régional flamande, puisque la partie, disons, culturelle, chez nous, est divisée entre les 2 grandes communautés linguistiques, flamandes ou francophones. Ouais. Quelle est l'origine? Parce que vous êtes historien, j'en profite. Alors maintenant, je fais un psycho, Marc ambassadeur, Marc historien. Marc, quelle est l'histoire des langues en Belgique? Écoutez, les langues en Belgique, c'est vraiment très ancien. Parce que si on revient à l'origine, vous avez ce qu'on appelle chez nous, c'est pas une frontière, enfin bon, on l'appelle la frontière linguistique. Donc au nord de cette ligne, les gens parlent flamand, en néerlandais, et au sud, ils parlent français. Bon, enfin, à l'origine, évidemment, ils parlaient des patois qui étaient germaniques au nord et des patois de type latin au sud. Ça remonte en fait à la fin de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'au IIIe siècle, l'Empire romain ne parvenait plus à arrêter les tribus germaniques qui passaient la frontière. Et donc, il y a des accords qui ont été faits avec certaines tribus. Bon, vous pouvez passer la frontière, vous pouvez vous installer ici et là, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Et vous devenez des alliés, ce qu'ils appelaient des fédérati. Et donc, c'était une ligne qui correspondait à une route importante à l'époque romaine, qui partait de la mer du Nord, mais de Boulogne, en France, et qui allait, disons, jusqu'à Aix-la-Chapelle. Très bien. Et au nord de cette route, les Romains ont accepté que des tribus germaniques s'installent. Très bien. Mais pas au sud. Et c'est à partir de là que s'est fait la division linguistique de ce qui est devenu plus tard la Belgique. Donc vous voyez, l'histoire, c'est... On voit les résultats, enfin l'impact en 2020 d'un événement qui date de 250, 270, je ne sais pas exactement, 270. Bon, voilà, enfin, c'est assez extraordinaire. C'est impressionnant, c'est très, très impressionnant. Vous avez visité le Maroc, monsieur l'ambassadeur? J'essaie de le visiter tant que je peux. J'ai fait un tour avec des amis pendant les vacances vers la nouvelle année. On a été descendu jusqu'à Ouarzazate, puis on est allé à Merzouga. Et on a fait un tour magnifique dans l'Atlas. On s'est arrêté dans des riads un peu partout. Très bien. Et je dois dire qu'on a eu Enfin, mes amis étaient enchantés, moi aussi d'ailleurs, parce que c'était une découverte, sauf qu'il a fait très froid dans le désert. Il fait vraiment froid. C'est une surprise. Ce qui n'est pas très logique au niveau de la tête. Tu dis désert, il fait chaud. Mais ça, il fait très froid. Damien, tu as une question pour monsieur l'ambassadeur? Oui, si vous permettez, j'ai une petite question. Alors là, ça concerne un peu votre vie privée. Donc, vous faites beaucoup de déplacements. Comment vous arrivez à gérer un petit peu... Comment vous arrivez à gérer un peu votre vie de famille? Non, ben ça va, mais vous savez, bon, mon épouse était avec moi ici. Et mon épouse, elle est enchantée d'être au Maroc parce que elle était d'origine italienne. Et son père était consul d'Italie à Tanger quand elle avait 14-15 ans. Wow. Elle a passé 2 ans à Tanger dans son adolescence. Et donc, elle est très heureuse d'être de retour au Maroc. Et ça se passe bien. Et nos filles sont adultes. Donc, il y en a une qui travaille, l'autre qui termine ses études en Belgique. Et donc, je suis avec mon épouse ici. Et on essaye de profiter du pays autant qu'on peut, puisque il offre quand même énormément. Très bien. Alors, est-ce que profiter du pays, ça c'est profiter de tout ce qui est culinaire? Également, oui, bien sûr. Est-ce que vous en avez profité? Ah oui, non, mais écoutez, là, là, je peux vous dire par contre, que c'est quand même la cuisine marocaine, c'est quand même parmi les meilleures des cuisines auxquelles j'ai été confronté dans ma carrière. Là, je veux dire que c'est un bon. Donc on est bien dans le classement. Un bon tagine, c'est quand même. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous avez goûté mais est-ce que vous avez goûté au basique? Ce qui est les basiques? Oui, j'ai partagé les méchouis avec des amis avec qui on était partis en excursion des amis marocains dans le Moyen Atlas. Je crois qu'on a quand même essayé une bonne partie des
des plats de base, mais en sachant que le couscous, vous le trouvez différent, sinon qu'on est à Fès, qu'on est à Marrakech, qu'on est à Tanger, et c'est la même chose avec les tagines. Donc, il y a une infinité de variétés, mais sur un certain nombre de plats fondamentaux qu'on retrouve. Enfin, exactement. C'est ça. Alors, j'aurais aimé que vous goûtez la base. Parce qu'il y a des plats marocains basiques, pas chers du tout. Pas cher du tout, et comme ça vous pouvez, comme ça vous allez apprécier plus. À quoi pensez-vous? Bissara. Avez-vous goûté le Bissara? C'est-à-dire Bissara. Alors comment je vous explique Bissara? Monsieur l'ambassadeur, alors déjà le Bissara, ça fait, alors historiquement parlant, déjà on n'arrive pas à savoir si c'est une boisson ou si c'est un plat. Déjà on n'arrive pas à savoir. Donc c'est la raison pour laquelle, monsieur l'ambassadeur, je vous ai ramené les plats basiques. Basique. Pour monsieur l'ambassadeur. Vous parlez du lait battu ou bien de la soupe à l'orge? Pour la soupe à l'orge, c'est ça? C'est une sorte de soupe. La soupe à l'orge, oui. J'ai déjà goûté ça, oui. C'est bon, mais... Et le Bessara, c'est une soupe aussi, je pense, de fèves. Oula. Ça, c'est... L'ambassadeur est servi. Il n'allait comme échouir. Ah, monsieur, voilà. Allez. Alors, vous allez goûter. Bon. Alors, ça a été fait, monsieur l'ambassadeur, ça a été fait maison. Hein, comme ça, il n'y a aucun risque. Parce qu'on ne veut pas avoir un conflit maroco-belge. Après que l'ambassadeur. Alors, ça, c'est quoi? Alors, on commence par le premier. On commence par le Bissara, il faut goûter Bissara. Bissara, ça c'est. Alors ça, on n'arrive pas à identifier si c'est la boisson, c'est un plat. Là, une soupe, ou là, un gel, ou là, c'est quoi le. Mais le début est bien déjà, c'est avec le pain. Il n'a pas pris de cuillère. Ça. Avec de l'huile d'olive. Ah, mais c'est au pois chiche, ça. Chiche. Non, peut-être lentilles ou la fève. Là, c'est la fève, C'est la fève. Exactement. Il y a trois sortes. C'est la fève de. Non, on ne cherche pas la fève. On la prend. On la mélange. Alors c'est bon? Oui, c'est très bon. C'est très bon. Ah, moi j'adore. C'est top. Ok, on passe au deuxième. On va découvrir le deuxième tagine. Alors ça c'est bon. C'est très très bon. Si je comprends bien, la radio est également restaurant. Et bien sûr, mais on va faire de la cuisine bientôt. Un peu d'haricots. Alors ça vous connaissez. Alors ça c'est Loubia. Loubia. Traduction de Loubia. Ils sont d'haricots. Hein. Ça c'est bon. Mais ils sont bons. Alors ça. Haricots blancs. Normalement ça se mange, monsieur l'ambassadeur. Ça se mange avec les pâtes de veau. Les pâtes de veau. Exact. J'allais vous ramener les pâtes de veau. Je n'allais pas vous faire peur. Les pâtes de veau. Aussi. Ah, c'est très très. Vous avez déjà mangé ça? Les pâtes de veau? Non, les pâtes de veau, non. Ah, c'est magnifique. Ça colle au doigt, mais c'est très bon. Ouais, c'est très très bon. Ouais. Troisième tagine. Les lentilles. Les lentilles. Voilà. Ah, ça c'est le basique. Monsieur l'ambassadeur, les lentilles. La base. Ah, très bon. C'est très très bon ça. Juste à l'odeur, ouais. Alors, monsieur, un classement. Écoutez, moi, ne sois pas diplomate parce que c'est des tagines. Non, mais... Vous devez ouvrir un restaurant. Bon, si jamais la radio ça foire, vous avez une possibilité dans la restauration. Il n'y a pas de doute. C'est vrai. C'est l'ami qui a cuisiné d'ailleurs. Depuis ce matin, il s'est levé. Voilà. Ça fait tout ça. Oui, mais ça c'est pour les épices, d'accord. Ça c'est pour rajouter le cumin et le sel pour mettre avec le Bessara. Ça c'est. Ou avec le méchoui. Monsieur l'ambassadeur, vous avez apprécié le hadith en premier, en 1, le hadith, en 2, Bessara, et en 3, Loubia. Parce que Loubia, vu la couleur d'ici, ça n'a pas été très bien préparé. Oh, c'est bien. Sur la couleur, ça va pas. Ça va trop. Il va falloir faire des progrès au niveau de. Au niveau Loubia. Au niveau Loubia. Hatim, tu voulais poser une question à monsieur l'ambassadeur? Une question, j'en ai plein, mais vous avez parlé du nombre de Marocains installés en Belgique. J'aimerais connaître le nombre de Belges installés au Maroc et comment ça se passe pour eux. Alors bon, si vous voulez, au Maroc, vous avez tous les binationaux qui reviennent régulièrement, ou qui reviennent pour leur pension, ou qui reviennent parce qu'ils veulent continuer une carrière au Maroc. Bon, eux, en fait, on ne connaît pas leur nombre. Oui. Puisqu'au Maroc, ils sont marocains. Exact. Et en Belgique, ils sont belges. Donc ça, c'est le principe quand vous avez des binationaux, merci. Vous
celui qui a 2 nationalités, dans chacun des pays de sa nationalité, il est considéré comme étant monational, si vous voulez. Donc, le citoyen belgo-marocain, en Belgique, il est considéré par les autorités comme belge, full stop. Et au Maroc, il est considéré comme marocain. Pourquoi on applique ce principe ? Parce qu'autrement, ça pourrait mener à des problèmes sans fin entre les États. Si vous commencez à vous mêler les uns ou les autres, des doubles nationaux dans l'autre pays de nationalité, c'est sans fin. Donc, le principe, c'est, vous avez la chance, le privilège d'avoir 2 nationalités, mais dans chacun des pays, vous ne bénéficiez que des avantages de la nationalité du pays dans lequel vous êtes. Voilà. Donc on ne sait pas. Moi, je pense qu'il doit y avoir des dizaines de milliers de Belgo-Marocains qui sont revenus au Maroc pour différentes raisons, soit pour carrière, soit pour jouir de leur retraite. Il y a quand même plus de soleil ici qu'à Bruxelles, il faut bien l'admettre. Bon, on n'est pas parfait. Hein, bon. Et puis vous avez 4-5 000 Belges mononationaux, je dirais, qui sont établis au Maroc, dont une partie sont d'ailleurs effectivement des retraités qui ont choisi le soleil et puis la beauté du pays pour leurs vieux jours. C'est ça. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. On a passé un très très bon moment avec vous, vraiment. Très. Vraiment. Alors, moi, je vais respecter le timing qu'on avait prévu parce que vous êtes un ambassadeur. Parce que normalement, on pourrait rester jusqu'à midi. On finit ça. Voilà. On commande d'autres choses. Des pâtes de veau. Kftabaïd Matécha. Kabem, ça c'est Kabem. Kftabaïd Matécha. Je sais que vous avez une journée. La journée type. Aujourd'hui, par exemple, quelle est votre journée? Là, c'est calé. C'est des horaires 40, 1 heure, c'est ça? Vous savez, bon, dans une journée, il y a des rendez-vous. Ouais. Alors ça peut se faire un petit peu de manière inattendue. Oui. Et bon, vous devez y aller. Bon, par exemple, si le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger convoque les ambassadeurs pour passer un message, ou bien me convoque moi pour une question spécifique, j'y vais évidemment. Bien sûr. Bon. Mais alors, à côté de ça, en arrivant au bureau, je commence par jeter un coup d'œil sur la presse. Oui. Et puis je vois avec mes collaborateurs, s'il y a des choses neuves. Oui. Je regarde sur mon écran, comme tout le monde, ce qui est entré. Bon. Et puis je décide des choses à faire en priorité. Parce que comme tout le monde, on est noyé par une énorme masse d'informations, de mails, etc. Donc il faut définir très vite les priorités. Ces priorités, elles peuvent être très diverses. Ça peut être un Belge qui a un problème quelque part, à qui il faut donner de l'assistance consulaire. Ça peut être une entreprise qui souhaite avoir un conseil ou qui souhaite avoir un appui. Ça peut être une question qui est posée du côté marocain sur la position de la Belgique sur telle ou telle question. Oui. Et donc la journée, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est très divers. On est amené, on continue à réagir. Très bien. Mais ce sont généralement de grosses journées. Ce sont généralement de grosses journées. C'est ça, de grosses journées. Merci beaucoup. On a passé un très très bon moment avec vous. Vraiment, mais sincèrement, un très bon moment. On a appris plein de choses. Merci beaucoup d'être passé. L'étagine s'est importé. Vous allez retrouver à l'ambassade. Avant ça va arriver. Tout le monde sera très content. On va partager ça. C'est ça. Merci beaucoup. On va vous souhaiter pour la vie plein de diplomatie. Merci. C'est ce qu'on peut souhaiter pour un ambassade. Plein de santé et plein de diplomatie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va applaudir monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup.